tous chers contributeurs, donc aujourd'hui nous répondons dans cette vidéo à vos questions, les questions que vous nous avez posées dans la dernière quinzaine de jours. Alors on va commencer par les questions de Florence qui me demande si le métier à tisser de tapisserie est le même fonctionnement qu'un métier à tisser pour le tissu. La question est complexe, oui et non à la fois. Oui parce que on a aussi ici des fils de chaîne qui sont donc les fils sur lesquels je vais venir monter l'armature, mettre la chair en fait de la tapisserie, c'est-à-dire mettre les fils de trame, les fils de couleur qui sont donc les fils de trame. Ici, nous avons les petites, les lisses, en fait, toutes ces boucles qui donnent le nom de notre métier. Nous sommes des lissiers et qui nous permettent en fait de descendre alternativement les fils les uns après les autres. Donc nous, on ne les monte pas. Ça dépend des métiers à tisser, tissu, parfois ça monte ou ça descend, ça dépend de la marque en fait du métier et le mode de fonctionnement. Nous ici on n'a qu'une seule armure, en fait on a une armure toile, c'est-à-dire qu'on travaille avec des fils pairs, il y en a un qui descend et alternativement l'autre reste en place pendant que le fil pair descend à son tour et le fil impair reste à sa place. Et donc en fait on utilise en tapisserie une armure qu'on appelle une armure toile. En fait, nous, c'est un mot qu'on n'utilise quasiment pas parce qu'on n'a pas du tout d'autres armures. En fait, c'est la seule façon qu'on a de tisser. Donc, c'est une chose dont on ne parle pas finalement quand on parle entre lissiers. Par contre, ce dont on parle, c'est du calibre des chaînes. Ça, on en parle beaucoup. Et en fait, alors ici, on a effectivement des pédales. En fait, donc mes lisses ici, qui sont les lisses comme un métier tissu traditionnel, reliées à un bâton de toupie qui est relié en fait ici à une toupie. Un système qui permet de faire balancier en fait un système qui permet de faire en fait balancier entre chaque marche en fait qui permet en fait de faciliter le mouvement de passage entre chaque marche. Sinon en fait on travaille ce qu'on appelle en direct, on pourrait s'en passer, c'est-à-dire que je tire directement en fait sur mon bâton de toupie, mais physiquement c'est très dur. C'est beaucoup plus dur en fait que de travailler avec une toupie qui va d'un point de vue des forces en fait répartir la facilité du mouvement en fait. Enfin, c'est beaucoup plus facile finalement d'avoir ce balancier. Voilà, il va prendre en charge le balancement, alors que quand on travaille en direct, il n'y a pas du tout de prise en charge de balancement, il y a directement une tension et c'est beaucoup plus dur. Donc ensuite on a nos chaînes ici qui vont après être reliées, donc il y a des marches, ici on appelle ça des marches, oui on est en Creuse. Et en Creuse, on a une terminologie totalement médiévale concernant la tapisserie. Nous, notre unité de mesure, c'est la lame, c'est-à-dire qu'on travaille sur 40 cm. Notre unité de mesure de base, c'est 40 cm. Donc on parle en lame, on travaille en portée, en lame, en bâton. Enfin bref, on a toute une terminologie qui est strictement médiévale en fait et qui permet de comprendre aussi comment on a fait pour construire des cathédrales. Donc sous le métier, on a aussi le carton ici qui est présent, c'est le reste du carton puisque là tout ce qui a déjà été tissé est ici. Hop, et déjà donc ici on voit le dessous de la tapisserie. Et donc la partie qui a déjà été tissée, je la sépare en fait entre les deux rouleaux et je descends ce qui est tissé pour que progressivement ce qui n'a pas encore été et qui est en train de l'être soit avalé à son tour progressivement, et en fait ça fait un système d'impression en fait entre deux rouleaux. Il y a le carton qui va sortir et puis la tapisserie qui va s'enrouler comme ça, donc on va pouvoir avoir le carton progressivement sous la chaîne. Et donc pour continuer à répondre aux questions de Florence, on va passer par-dessus le métier de manière à ce que je puisse montrer ce qui se passe. Donc là on est repassé sur la partie donc supérieure du travail, là où moi je travaille, sachant que je suis assise sur un banc et que mes jambes sont sur la partie qu'on a vue tout à l'heure à l'écran. Donc je suis pas vraiment assise, juste posée en fait, un peu en suspens, le ventre appuyé contre le rouleau d'ici. C'est pour ça que parfois vous voyez un coussin sur la tapisserie. C'est pas pour dormir, c'est un coussin que je mets sur mon ventre de manière à pouvoir garder un peu d'écart, puisque ce sont des métiers qui ont été construits dans leur forme actuelle à la fin du 19e siècle, à partir du moment où on a pu commencer à avoir des pièces en métal. Sur les métiers à tisser, il y en a un point de vue ergonomique, on n'a pas revu la question, donc en fait c'est une ergonomie qui date fin 19e siècle. Donc pour des questions de confort, puisqu'on reste quand même toute la journée sur ces métiers à tisser, on utilise des coussins qu'on vient mettre comme ça sur nos ventres, de manière à être un petit peu en retrait pour que le dos soit un peu mieux installé et qu'on ne soit pas totalement collé contre notre travail en fait, puisque je ne suis pas vraiment assise, j'ai juste les fesses posées, en fait je suis en suspens. Donc là, s'il n'y avait pas le rouleau, je tombe, clairement, je ne tiens pas.
Donc je continue sur la série de questions de Florence qui me posait la question de savoir à quoi correspondaient ces petites anneaux en métal. Ce sont effectivement de grandes épingles que j'utilise pour mettre le carton, puisque le carton est en dessous. Là, on le voit, voilà, si j'écarte les fils de chaîne, on le voit, et qu'en fait progressivement, au fur et à mesure où je vais monter mon travail, je vais venir piquer en fait mon carton et le tissu de manière à maintenir tout le monde et progressivement redescendre comme un parchemin pour séparer le carton qui va pendre en dessous et de la tapisserie qui va être enroulé sur le rouleau qui est donc contre mon ventre, de manière à progresser comme ça. En fait, je peux pas moi monter éternellement, je vais pour des questions de confort, en fait je vais juste redescendre la tapisserie qui va venir s'enrouler sur ce métier, sur ce rouleau ici. Et donc le rouleau qui est en haut, qu'on a vu partiellement à l'écran tout à l'heure, c'est un rouleau qui contient en fait mon stock de fils de chaîne, la longueur dont j'ai besoin pour faire tout mon ouvrage, qui va se dérouler. Ici ça va s'enrouler progressivement. Donc on a des longueurs qui correspondent soit à notre quantité de la longueur dont on a besoin pour faire notre ouvrage, soit c'est un stock. Par exemple moi sur mes tapisseries, je vais monter des longueurs assez impressionnantes de façon à pouvoir travailler une tapisserie, couper, je refais des nœuds, je refais une tapisserie et ça se déroule comme ça progressivement. C'est le même principe qu'un rouleau de papier toilette. Voilà, c'est la même idée, c'est pas forcément très poétique comme comparaison, mais c'est très pragmatique et c'est exactement ce qui se passe. Donc je continue encore une fois sur les questions de Florence qui m'a posé la question de savoir quel était cet outil qu'on voit fondu sur les deux côtés. C'est un outil qu'on appelle un peigne en fait qui s'accompagne pour le lissier d'un autre outil qui s'appelle le grattoir. Mon grattoir va remplacer mes ongles en fait lorsque je vais faire ce geste pour placer mes fils. Si je n'avais pas de grattoir, je ferais ça comme ça avec mes ongles. Et à la fin de la journée, j'ai plus d'ongles, donc je peux plus travailler. Donc en fait, on a remplacé le geste, enfin, on a gardé le même geste, mais on a sécurisé l'utilisation de nos ongles par cet outil qu'on appelle un grattoir, mais qui vient positionner les fils, mais pas les tasser. Et pour les tasser, on utilise ce peigne en fait, qui va venir après à s'appuyer de manière à pouvoir tasser le tissu, avoir une bonne tension, pour ne pas que la chaîne soit visible et donc avoir un tissu ensuite de qualité. C'est certainement l'outil traditionnel d'Aubusson, au Gobelin, ils utilisent le même, enfin pas tout à fait, ils utilisent le même principe. Il est 2 fois plus épais, il est en métal, il est super lourd et juste pour moi c'est ingérable. Donc je suis très contente d'avoir celui-ci, qui est en l'occurrence en chêne, j'en ai un en bambou, j'en ai un en buis. J'aime bien les différentes qualités parce que c'est quand même un métier où le toucher est primordial et en fait les touchés du bois n'est pas du tout le même en fonction de la qualité du peigne et ça joue en fait moi tout joue en fait à peu près sur mon travail et en fait ce que je ressens dans ma main lorsque je touche mon peigne joue sur la façon dont je vais travailler. C'est infinitésimal mais quand même. Donc voilà, ensuite dernière question de Florence qui me posait la question de savoir ce qu'on fait des fils qui pendouillent à l'arrière en fait une fois que c'est fini, et bien ça reste en fait, on va les couper de manière à avoir 3 cm, on va les couper court, mais on va les laisser et en fait c'est la garantie, c'est le signe en fait que vous avez une tapisserie faite à la main et pas faite à la machine, puisque les tapisseries faites à la machine, les tapisseries mécanisées, je y reviendrai puisqu'on m'a posé aussi la question, en fait on ne voit pas ce qu'on appelle du jacquard, on voit pas le fil de trame en fait qui reste à la fin, il n'est jamais coupé, donc il reste sur toute la longueur comme ça. Mais il n'est jamais coupé, alors que nous on est obligé de le couper puisqu'on travaille forme par forme et donc je vais continuer à expliquer mon métier avec les questions suivantes. Donc question suivante, question d'Isabelle qui s'étonne de ne pas voir de miroir sous le métier. Non, nous on n'a pas de miroir en permanence sous le métier, contrairement je crois que les gens qui travaillent en haute lisse ont effectivement un petit miroir suspendu de manière à ce qu'ils puissent voir. Nous on travaille avec un miroir, moi j'ai celui-ci, ce miroir de la Belle au Bois dormant. Miroir de princesse, en fait, qui me permet de voir les détails. Je ne vois vraiment qu'un morceau lorsque je suis pas sûre de la forme que j'ai montée, de savoir si j'ai bien couvert tous les fils sur mes lueurs ou autre. Enfin, c'est vraiment des détails techniques, des points où je suis pas très sûre de mon coup. Je vais juste vérifier, mais en fait, je ne vois jamais la forme complète, je ne vois jamais l'ouvrage complet. Je vois vraiment que des morceaux. Ce qui fait que à la fin, je découvre en fait mon ouvrage de la même manière qu'un spectateur lambda, en fait, puisque je ne connais que des morceaux. Et une tapisserie, ça se regarde dans l'ensemble, ça ne se regarde pas morceau par morceau. C'est pas comme ça que l'œil humain regarde. Et donc le miroir, il ne sert que de façon très anecdotique pour voir si ce que j'ai fait me convient ou pas. Pour ma part, je m'en sers assez rarement. Puisque déjà je vois sur l'envers au niveau des couleurs comment ça se passe et c'est vraiment lorsqu'il y a des détails, par exemple là sur la tête de la panne j'ai regardé plusieurs fois pour être bien sûr que j'ai bien fait un rond, que tous les fils étaient couverts, que tout a été fait correctement
mais le correctement c'est bon, ça va à peu près. Si jamais il y a besoin de retoucher après, je peux le refaire à l'aiguille, mais c'est vraiment pour avoir une idée et on n'a vraiment aucune précision. Contrairement par exemple aux Gobelins où eux, Manufacture Royale des Gobelins, travaillent vraiment très très souvent avec le miroir, ils regardent en permanence si tout va bien, et si ça va pas ils défont et ils le refont. Nous sur Aubusson, la différence c'est que nous sommes des privés, nous ne travaillons pas pour l'État, peu ou pas du tout, enfin moi pas du tout en fait, et en fait le temps est important, nous sommes des privés, le temps c'est de l'argent, et on peut pas se permettre de passer sans arrêt notre temps à regarder ce qu'il y a en dessous, à défaire, à refaire. Donc il y a une question d'expérience qui est importante et de juger qui fait que on peut pas passer son temps à regarder sans arrêt si ce qu'on a fait est bien ou pas quoi. Donc voilà pour la question du miroir. La question de Jean-Marc, les questions de Jean-Marc donc qui me demande de savoir quel fil constitue la trame. Alors Jean-Marc, attention, il me semble que vous faites la confusion entre le fil de trame et le fil de chaîne. Le fil de chaîne, c'est les fils qu'on a ici qui sont mon ossature en fait sur lesquels je vais monter donc la chair qui est ma trame. Alors les fils de chaîne aujourd'hui, les fils donc verticaux sont composés de coton pour des raisons simples. Le coton est bien plus solide en fait que la laine. Et lorsqu'on travaillait avant sur les fils de chaîne en laine, ça cassait sans arrêt et donc un temps infini pour remettre les fils de chaîne, compliqué. Donc nous, pour des raisons d'économie de temps, encore une fois, le coton c'est plus solide, donc on travaille majoritairement avec du coton. Par contre, pour les fils de trame, et là effectivement ce sont les flûtes qui sont ici, qui contiennent mon fil, qui vont constituer la musculature en fait que je vais venir poser après sur l'ossature de mon fil de chaîne, ce sont des fils de laine. Cela, surtout la tapisserie d'Anaïs, on a pris le choix de travailler avec quelques fils fantaisie. Il y a des fils du lurex, c'est-à-dire qu'il y a des fils un peu colorés, brillants, qui vont apporter une touche de subtilité, une touche de délicatesse. Il y a un petit fil de viscose que je suis venue rajouter. Mais majoritairement, on travaille avec de la laine pour une raison simple, parce que la laine, en fait, ça pardonne pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une souplesse de la matière qui fait que c'est plus facile à travailler que du lin pur ou du coton qui c'est extrêmement rigide et beaucoup plus difficile à mettre en place. Et surtout la laine en fait c'est une tradition aussi, tout simplement la tradition tapisserie d'Aubusson, ça a toujours été de la laine en fait. Donc voilà. Alors la tension de la chaîne, est-ce qu'elle influe lors du tissage sur le rendu final de la tapisserie? Oui, en fait on essaye, c'est très important lorsqu'on va monter la chaîne, de faire en sorte que la tension des fils de chaîne soit la même partout. Alors on peut avoir des légères différences, mais il faut vraiment que ce soit léger pour pas que ce soit des différences importantes et que ça influe sur la qualité du tissu à la fin. Donc en fait on essaye vraiment d'avoir un montage de chaîne qui soit le plus précis possible, de manière à garantir une tension égale partout. Alors, est-ce qu'il faut retendre régulièrement la chaîne? Oui et non. En général, le coton, lorsqu'on fait notre montage de chaîne, on s'arrange pour la tirer au maximum à plusieurs reprises. Ce qu'on appelle ici de cailler la chaîne. En fait, à Paris, on appelle ça travailler la chaîne. En fait, donc, encore une fois, une terminologie typique creusoise. Donc, on caille la chaîne, comme on caille le lait, je suppose. Et en fait, on tire au maximum de façon à briser l'élasticité du coton. Donc on fait ça à plusieurs reprises pour avoir une chaîne qui soit la plus stable possible lorsqu'on va commencer à travailler. Ce qui fait que nous on n'a pas vraiment besoin de retendre la chaîne régulièrement, puisque normalement on a déjà quelque chose de stabilisé lorsqu'on va commencer à travailler. Comment on progresse sur la tapisserie? Alors on progresse non pas ligne par ligne en fait, puisque nous on n'a pas besoin de faire ça. Ce sont les métiers jacquard en fait qui travaillent comme ça ligne par ligne, en fait qui vont composer une rythmique de couleurs. Nous on travaille forme par forme et on essaye de monter à peu près progressivement de façon régulière sur la tapisserie. Par exemple là on voit que c'est plus bas, donc je vais monter ici, puis après pour des raisons de confort, je vais à peu près égaliser visuellement, et pour des raisons de confort je vais rouler. Donc il est important en effet d'avoir un montage à peu près régulier de façon à pouvoir rouler. On ne peut pas avoir, enfin on peut mais ça n'a aucun sens, d'avoir des grosses montées d'un côté puis après de l'autre rien du tout, parce que déjà physiquement pour le dos c'est très compliqué de monter très haut, et moi je monte pas haut du tout, je monte à 5-10 cm. Là je vais monter encore un petit peu jusque là pour tout le monde, et puis après je vais rouler parce que j'aime pas du tout, moi ça me demande vraiment de monter et ça me fait mal, donc c'est pas le but du tout de l'opération. Donc je vais rouler très vite, et pour pouvoir rouler rapidement il faut que je puisse égaliser tout le monde pour rouler le maximum. Donc tout le monde va être monté là, je vais pouvoir rouler le plus bas possible pour après remonter à peu près tout le monde en même temps. Donc oui voilà, on essaye d'équilibrer à peu près la montée du tissage à peu près partout.
Claude, donc, qui me demande combien d'heures de tissage. Et bien ça varie en fait vraiment d'une tapisserie à une autre. Ça va varier en fonction du calibre de la chaîne, ça va varier en fonction de la difficulté de la tapisserie, de la taille de la tapisserie. Là, à peu près, pour la tapisserie d'Anaïs, on a considéré une centaine d'heures. Alors, on parle d'un lissier professionnel. En général, un lissier professionnel, on compte à peu près 1 mètre carré par mois. Sachant qu'un professionnel est vraiment professionnel au bout de 7 ans de métier. Donc en fait, il y a des tas de subtilités, des tas de facteurs à prendre en ligne de compte lorsqu'on monte une tapisserie. Et ça en fait, c'est une chose où on ne pouvait pas vous en passer, même quand on est... moi, j'ai pas 7 ans de métier, hein, j'ai 2-3 ans de métier, ce qui fait que il y a des choses qu'il faut encore que je prenne en compte à chaque fois. Donc des facteurs qu'on a peu tendance à oublier et on se dit ah mince, j'ai oublié ça, j'ai pas pensé, et donc il faut que je fasse attention. Et puis on découvre aussi sa propre main, de savoir comment on travaille, si on tire plus à gauche ou à droite. Donc les problèmes qu'on a, c'est vraiment du fait main, donc c'est pas du parfait. Enfin ça peut l'être, mais dans 15 ans, hein, ça ira beaucoup mieux. Mais pour l'instant, il y a encore des facteurs à prendre en ligne de compte. Donc voilà, ici une centaine d'heures, moi je vais certainement mettre un petit peu plus, parce qu'il faut que je prenne le temps en fait de monter mes formes, de réfléchir à certaines choses, parce que j'ai pas forcément un panel de techniques en fait dans ma main immense, parce que je n'ai pas des années et des années d'expérience. C'est comme ça que les choses se passent. Donc 1 mètre carré par mois environ pour un lissier professionnel après 7 ans de métier, qui fait que vous êtes déjà habitué en fait à... Enfin, vous avez un lexique en fait de techniques déjà dans la main, et donc c'est beaucoup plus facile de les mobiliser. Moi, il faut encore que je les apprenne, donc c'est plus long. Voilà, pour les heures de tissage. Alors, question de Léa, question historique. À quelle époque date la tapisserie sur le métier? Alors en fait, on considère qu'on a commencé à tisser sur ces métiers-là. On n'a pas vraiment alors c'est assez compliqué. Ces métiers-là, les métiers de basse liste tels qu'ils sont aujourd'hui, on considère que ça a commencé à peu près au XVe siècle, parce qu'on n'a pas d'archives qui permettent de remonter plus haut encore dans l'histoire. Donc en vrai, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment à quelle époque ça a été fait sur ces métiers-là. Après, le fait de tisser la tapisserie, ça a toujours existé depuis que l'homme maîtrise la fibre et qu'il sait faire des vêtements. En fait, tout simplement, on a commencé, si vous regardez les séries Vikings, ce genre de choses, on voit des métiers verticaux avec des pesons en bas où ils sont en train de monter, et ils montent comme ça vers le haut. Enfin, en fait, ils tassent le fil vers le haut. Et donc on a fait des tissus, mais historiquement, tapisserie et textile, c'était juste un textile qu'on mettait sur le mur pour pouvoir décorer, parce que décorer son intérieur, ça a toujours existé. Pensez aux grottes de Lascaux, où vous voulez, en fait, les grottes où les hommes peignaient sur les murs, mettaient leurs mains, mettaient les animaux. On a toujours décoré son intérieur, on a toujours eu besoin de raconter sa propre histoire, ses légendes et ses mythes. Sur les murs, en fait, c'est quelque chose qui fait intégralement partie du mode de fonctionnement de l'esprit humain, que de créer des images. En fait, c'est comme ça qu'on se représente le monde, imagination, image. Donc ça fait vraiment partie de la culture humaine, en fait, d'avoir besoin de se représenter son monde, et la tapisserie fait intégralement partie de ce besoin-là. Donc on ne sait pas qui a inventé la tapisserie, mais en fait il n'y a pas une personne qui a inventé la tapisserie, il y a un mouvement commun d'hommes qui ont eu besoin de raconter leur histoire sur le mur, de raconter par des symboles, par des formes, par des couleurs. Ça a toujours existé, il n'y a quasiment pas de culture humaine qui ne possède pas sa propre technique de tissage, sauf des hommes qui n'ont pas besoin de vêtements, en fait, qui n'ont pas besoin de textiles, parce qu'ils vivent dans la forêt, ils ont des plumes ornementées avec des systèmes de croisement. Mais encore là, il y a déjà des systèmes de croisement, de travail de la fibre pour pouvoir s'habiller tout simplement. Donc la tapisserie s'est développée autour de, par exemple, la Dame à la licorne, la tapisserie d'Angers. Si vous connaissez l'Apocalypse, en fait, l'Apocalypse selon Saint Jean, où une partie de la Bible, voilà, est racontée en images, parce que les gens ne savaient pas lire, et puis parce qu'on avait besoin, en fait, de centrer culturellement un objet commun autour duquel tout le monde se rassemblait, à savoir un récit commun, donc qui passait par la Bible et par l'Apocalypse. Donc on avait besoin de raconter pour rassembler. C'est déjà d'ailleurs l'origine étymologique de religion, qui signifie rassembler. Donc les mythes permettaient de se rassembler autour d'une idée commune, autour d'une identité commune qui passe par la religion, et qu'on écrivait sur les murs. Donc décoration, c'est un peu léger par rapport à tout l'enjeu culturel que comporte en fait un récit imagé qu'on met sur un mur pour pouvoir se dire venez, on se réunit ensemble autour d'un récit commun qui fait que le nous a du sens. Donc voilà, l'isolant naturel, alors ça c'est pareil, une idée qui a longtemps été développée. Par contre, bon alors moi j'habite dans une maison qui n'est pas ultra isolée, et je peux vous assurer qu'une tapisserie ne va pas changer grand chose à la donne.
Imaginez les châteaux à l'époque avec des hauteurs de plafond de 3 à 5 mètres. Je peux vous assurer qu'un truc sur le mur, ça va pas changer grand chose au courant d'air. C'est juste, voilà, encore une fois, des mythes de manière à mettre une image, une identité à l'image, de façon à pouvoir signifier ceci est un nous, ceci est notre ensemble, ceci m'appartient et ceci est le symbole de ma maison autour duquel tout le monde se rassemble. Et je pense que ça a certainement plus de sens que de parler d'isolation naturelle, quand bien même les fils sont faits avec de la laine. Alors, donc les types de fils, j'en ai parlé, de la laine ou des matériaux différents. Moi, j'ai tendance à jouer avec beaucoup de matériaux que l'industrie nous permet d'avoir, donc pourquoi s'en priver. Le temps pour créer une tapisserie, ça dépend de ce qu'on entend par créer. On peut très bien avoir juste, alors tisser une tapisserie, comme j'expliquais, voilà, à peu près un mois, 1 mètre carré. Par contre, pour créer une tapisserie, il y a tout un travail en amont, c'est-à-dire déjà de créer le design. Donc déjà, il va falloir que vous demandiez à Anaïs en fait combien de temps elle a mis pour pouvoir dessiner son image, pour pouvoir la penser, pour pouvoir la mettre en place. Donc une fois qu'on a fait l'image, qu'on a créé le dessin qui va nous servir à faire une tapisserie, et ça lorsqu'on est artiste, c'est pas je fais un dessin pour une tapisserie. C'est parmi la panel de dessins que je possède, le panel de dessins que je possède, et je décide qu'il y en a un qui vaut vraiment la peine d'être tissé en tapisserie. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a travaillé avec Anaïs. On a regardé ses dessins, on s'est dit tiens celui-là vraiment ça serait vraiment classe qu'ils sont en textile parce que il a certains aspects, certains critères qui nous permettent de juger qu'en tapisserie ça a vraiment du cachet. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Ensuite il faut tirer le carton, donc là en l'occurrence on a de la chance d'être passé à l'impression, donc l'image est envoyée chez un imprimeur, on définit la taille ensemble. L'imprimeur nous sort le carton retourné puisqu'on travaille sur l'envers et ensuite on va bien faire recopier en fait certains détails techniques qui correspondent à l'image qui est important de marquer sur le carton pour que le lissier sache comment il faut qu'il travaille après sa tapisserie. On choisit les couleurs ensemble et puis ensuite on tisse, c'est-à-dire qu'en fait le tissage en tant que tel, c'est 2/3 de la création de la tapisserie, mais il y a un bon gros tiers en amont qui va consister déjà à monter la chaîne, à choisir les couleurs, enfin il y a vraiment un gros travail en amont qui est assez important et surtout à ne pas négliger bien évidemment. Est-ce que le métier à tisser est mécanisé? Eh bien, encore une fois, oui et non. Oui, parce que en fait, il y a des métiers qui permettent de faire illusion d'avoir de la tapisserie. Si vous allez en Belgique, par exemple, vous allez trouver très souvent des magasins qui vendent de la tapisserie, c'est-à-dire des œuvres à mettre au mur, mais en fait, c'est de la tapisserie mécanisée, donc c'est du métier jacquard. Le métier jacquard, la différence, c'est que ça va marcher un peu comme un orgue de barbarie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte, c'est des grandes cartes, des grands rubans de cartes comme ça avec des trous qui permettent en fait d'expliquer au métier que par exemple sur telle ligne il faut qu'il joue telle partition, sur telle ligne telle partition. Et donc la façon dont ça va être organisé va permettre d'expliquer au métier à tisser quelle couleur passe à quel moment. Mais tout le monde travaille sur la largeur du métier et là ça monte progressivement. C'est comme si c'était une imprimante textile en gros. Ce qui n'est pas du tout notre cas à nous. Nous on a toujours possibilité de changer une couleur en disant non là ça va pas, c'est pas très beau, ça marche pas très bien, c'est pas assez clair, c'est pas assez foncé, il y a un fil qui va pas. Donc le métier à tisser pour la tapisserie authentique, non, n'a jamais été mécanisé et heureusement en fait parce que c'est comme si vous me demandiez est-ce que la tapisserie d'Aubusson c'est la même chose qu'une boîte à rythme en fait. Ouais mais non. Enfin un pianiste ou un musicien classique, enfin du moins qui maîtrise son instrument de musique, ça sera jamais une boîte à rythme en fait. C'est un peu la même comparaison. Donc la question de savoir moi quel est mon parcours, moi j'ai un parcours en fait particulier. Initialement, je suis diplômée de philosophie, de littérature, de sciences de l'environnement. J'ai fait à peu près tous les métiers possibles et imaginables dans toutes les catégories socio-professionnelles, avec tous les statuts professionnels. Et puis un jour, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie parce que quand même, c'était pas forcément ce qui me plaisait de jouer les vagabonds professionnels. Et je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, c'était le fil parce que je tricotais énormément. Et le fil, le textile, le toucher, c'est un enjeu majeur pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de créer mes propres fils. En créant mes propres fils, je les ai tissés. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais vraiment faire. C'était là que je me sentais le mieux. Et je voulais vraiment maîtriser les techniques pour pouvoir faire des choses plus grandes et plus évoluées pour pouvoir avoir des outils pour pouvoir faire des belles choses. Et donc j'ai passé la formation à Aubusson de 2016 à 2018 avec un CAP de art de la lisse et un brevet des métiers d'art, art de la lisse et tapisserie. Et donc je suis diplômée de tapisserie avec une spécialité tapisserie d'Aubusson.
Et donc mon atelier est ouvert, oui et non, il est ouvert si jamais vous m'appelez et que vous êtes dans les parages, vous souhaitez passer, c'est possible. Autrement j'évite parce que je suis pour le moment la seule à travailler et que si jamais je prends le temps de vous expliquer, c'est pour moi la mobilisation de 100% de la main d'œuvre et du personnel, et donc pendant le temps que je vous parle et que je vous explique les choses, je travaille pas, et pour moi le temps c'est de l'argent, et j'ai tellement de choses à faire que prendre le temps, prendre 1 heure, 2 heures pour vous expliquer les choses, c'est un enjeu économique en fait. Donc voilà, mais cela dit, l'atelier est accessible. Donc voilà. Et à bientôt, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre, et j'espère qu'en tout cas que vous avez eu les réponses que vous souhaitiez. À très bientôt.